Allô, communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je vous parle de science-fiction sociale, de littérature spéculative, plus particulièrement je vous parle d'Ursula Le Guin. Donc commençons par un extrait d'un article de John Evans à propos de l'œuvre de Le Guin. J'avais 12 ans lorsque je suis tombée sur un livre de poche abîmé intitulé « Un sorcier de terre-mer » d'Ursula K. Le Guin. La 4e de couverture expliquait qu'il s'agissait du premier tome d'une trilogie et proposait des comparaisons avec C.S. Lewis et J.R.R. Tolkien. Je pensais savoir à quoi m'attendre. J'avais lu plusieurs fois la série Narnia et le Seigneur des Anneaux, ainsi que des livres de David Eddings et Raymond Feast, et d'autres auteurs moins connus. J'ai passé la moitié de mon temps libre à partager mes propres mondes fantastiques maladroits via Donjons Dragons. J'ai ouvert ce nouveau livre en m'attendant à des sorciers et des dragons, des châteaux, des batailles, des aventures et des dangers, le bien et le mal. Je n'avais même pas tort, comme le disait le physicien Wolfgang Pauli à propos de la pensée insouciante. Il y avait des sorciers et des dragons à profusion dans Terre-Mer, mais ces histoires étaient terriblement différentes de celles que j'avais lues auparavant, dans lesquelles le mal avait tendance à être vaincu par des prouesses martiales de puissance, de pureté, de furtivité et de bravoure. Ces romans fantastiques ont été écrits par des hommes qui n'auraient jamais pu imaginer des mondes où l'ombre maligne qui tourmente un héros se révèle être une partie de lui depuis longtemps séparée, où le plus grand sorcier du monde est emprisonné, impuissant, par notre protagoniste, une prêtresse de 15 ans en conflit, où la quête jalouse d'immortalité d'un méchant ne mène qu'à une terrible invasion suivie de guerre, mais à une catastrophe environnementale mondiale écrasante. L'âge de 12 ans était pour moi un âge d'or, car j'étais encore capable de lire en immersion, sans analyse ni jugement, et l'évasion pure que j'ai obtenue m'a semblé transfigurée. Mais Terre-Mer est resté avec moi sur Terre. Il m'a fait prendre conscience que mes amours littéraires obsessionnels, la fantasy et la science-fiction, la prétendue littérature de spéculation étaient trop souvent stériles, prévisibles, réglementées, construites sur l'hypothèse non examinée selon laquelle les histoires concernant ceux qui gagnent le pouvoir. C'est grâce à Le Guin que j'ai commencé à comprendre que les fantasmes spéculatifs ne signifient pas nécessairement des fantasmes de domination et j'ai commencé à lire et donc à penser de manière plus large. Pour ma part, ma première lecture de Le Guin fut The Left Hand of Darkness, la main gauche de la nuit, oui, et ce fut pas le coup de foudre instantané. Le livre parle de l'autre avec un grand A et ce sentiment d'inconfort face aux autres mondes, de toutes les sortes, sociaux, genrés, analogiques et physiques. Je ferai mes rapports comme si je racontais une histoire, commence Genly High, un des protagonistes du roman. La conscience de Cock Genly de sa propre narration, de sa création des mythes, de sa fabrication des faits, permet au livre de contourner la lecture évasive, de contourner la manière attendue de lire de la fiction spéculative. Le Guin a elle-même écrit dans l'introduction que la science-fiction est souvent décrite comme évasive par ceux qui la lisent pas. Mais la science-fiction, corrige-t-elle, n'est pas prédictive. Ce n'est pas de la fantasy, c'est pas une fantaisie de l'écrivain non plus. Au lieu de cela, elle est descriptive, analogique et allégorique. Elle parle du monde réel. Donc, Genly, un explorateur des mondes, ne connaît pas la planète Winter, où l'hiver est éternel et où les habitants adoptent un genre uniquement pour procréer, biologiquement et socialement. Il en rend compte donc comme d'un regard étranger, il en est aliéné et finalement, il est exilé par la culture même qu'il a essayé de documenter. Il est presque aussi éloigné de Winter que nous, les lecteurs, et d'après ce qu'il reconnaît lui-même, il est tout aussi conscient que son expérience est une fiction. Ursula Kroeber Le Guin était une écrivaine américaine. Donc, elle est surtout connue pour ses œuvres de fiction spéculative, notamment des œuvres de science-fiction se déroulant dans son univers Hainish, dont La main gauche de la nuit, et la série fantastique Earthsea. Donc, son œuvre a été publiée pour la première fois en 1959 et sa carrière littéraire a duré près de 60 ans, produisant plus de 20 romans et d'une centaine de nouvelles, en plus de poésie, de critiques littéraires, de traductions et de livres pour enfants. Fréquemment décrite comme une auteure de science-fiction, Le Guin a également été qualifié de voix majeure des lettres américaines.
Donc, elle a commencé à écrire à plein temps à la fin des années 50 et a obtenu un succès critique et commercial majeur avec Le Magicien de Terre-Mer en 1968 et La Main gauche de la nuit en 1969, qui ont été décrits par Harold Bloom comme ses chefs-d'œuvre. Donc, pour ce dernier volume, La Main gauche de la nuit, Le Guin a remporté les prix Hugo et Nebula du meilleur roman, devenant la première femme à le faire. Donc, l'anthropologie culturelle, le taoïsme et le féminisme, et aussi les écrits de Carl Jung, ont tous eu une forte influence sur l'œuvre de Le Guin. Donc, beaucoup de ces histoires ont utilisé des anthropologues ou des observateurs culturels comme protagonistes, et les idées taoïstes sur l'équilibre ont été identifiées dans plusieurs de ses écrits. Le Guin a souvent subverti aussi les tropes typiques de la fiction spéculative, comme par son utilisation de protagonistes à la peau sombre dans Terre-Mer, et a également utilisé des procédés stylistiques ou structurels inhabituels dans des livres tels que l'œuvre expérimentale Always Coming Home de 1985. Donc, les thèmes sociaux et politiques, notamment la race, le genre, la sexualité, le passage à l'âge adulte, ont occupé une place importante dans ses écrits. Elle explorait des structures politiques alternatives dans de nombreuses histoires, comme dans la nouvelle philosophique The Ones Who Walk Away from Omelas en 1973 et le roman utopique anarchiste de Dispossessed, Les Dépossédés, en 1974. Donc, l'écriture de Le Guin a une énorme influence dans le domaine de la fiction spéculative et a fait l'objet d'une attention critique intense. Elle a reçu de nombreuses distinctions, oui, dont 8 Hugo, 6 Nebula et 25 Locus Awards. Et elle est devenue, en 2003, la deuxième femme honorée en tant que grand maître des écrivains de science-fiction et de fantasy d'Amérique. Donc, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis l'a nommée Légende vivante en 2000 et en 2014, elle a remporté la médaille de la National Book Foundation pour sa contribution remarquable aux lettres américaines. Donc, l'influence de Le Guin est grande. Pour comprendre son œuvre littéraire, je vous lis un extrait de l'introduction de l'édition de 1976, La Main gauche de la nuit, où elle parle un peu de son procédé. Heureusement, bien que l'extrapolation soit un élément de la science-fiction, ce n'est en aucun cas le nom du jeu. Elle est bien trop rationaliste et simpliste pour satisfaire l'esprit imaginatif, qu'il s'agisse de celui de l'écrivain ou du lecteur. Les variables sont le piment de la vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez lire beaucoup de science-fiction comme une expérience de pensée. Disons, dit Mary Shelley, qu'un jeune homme médecin crée un être humain dans son laboratoire. Disons, dit Philip K. Dick, que les Alliés ont perdu la Seconde Guerre mondiale. Disons que ceci ou cela est tel ou tel, et voyons ce qui se passe. Dans une histoire ainsi conçue, la complexité morale propre au roman moderne n'a pas besoin d'être sacrifiée. Il n'y a pas non plus d'impasse intégrée. La pensée et l'intuition peuvent se déplacer librement dans les limites fixées uniquement par des termes de l'expérience qui peuvent être très vastes. Donc, pour répondre à la question « Qu'est-ce que la science-fiction? » Ursula K. Le Guin a lutté pour élever le genre du pulp au rang de la fiction. Ou, comme elle l'a dit de manière inoubliable dans un de ses essais rassemblés dans The Language of the Night, donc en 1979, elle ne voulait plus voir l'œuvre de Philip K. Dick sur l'étagère de la bibliothèque à côté de Barth the Barbarian d'Elmer T. Hack, mais à côté de Charles Dickens, là où elle devait être. Elle pensait que la science-fiction avait traversé son enfance et son adolescence et méritait d'être prise au sérieux en tant qu'œuvre de fiction, et c'est un excellent point de départ pour décrire qu'est-ce que la science-fiction. Dans The Modest One, en 1976, elle a développé sa comparaison entre Dick et Dickens. Donc, ils ont tous deux gardé une ligne directrice ouverte vers l'inconscient, selon elle. Il est facile de se souvenir des personnages vivants des livres de Dickens, mais pas toujours des titres des romans dans lesquels ils apparaissent. C'est parce que, selon elle, les personnages laissent une puissante empreinte psychique qui viennent clairement de l'univers de Dickens. Il y en va de même pour l'univers de Philip K. Dick. Les thèmes et les motifs sont répétés et contribuent à définir son sens particulier de la réalité, et souvent la frontière fragile entre différents niveaux de réalité ou entre la raison ancrée et la folie. Elle
admirait le travail de Philip K. Dick, en particulier lorsqu'il avait le contrôle total de son matériel, sondant les profondeurs de la conscience, car il racontait une histoire d'une sortie de la réalité, mais qui venait de l'intérieur des protagonistes. Son approche de la science-fiction n'était pas de sauver l'humanité de monstres tentaculaires quelque part dans la galaxie lointaine, mais de raconter le sauvetage d'une âme humaine. C'était peut-être un objectif modeste pour la science-fiction, mais Le Guin considérait cet objectif-là, oui, comme aussi puissant et bouleversant que tout ce que les autres œuvres pouvaient faire. Donc, ces œuvres de science-fiction nous rappellent, même si on crée une histoire dans un univers très technologique et froid, l'importance des personnages et leur propre courbe narrative. La profondeur de l'histoire que vous créez autour de votre table de jeu de rôle peut pas être plus profonde que celle vécue par les protagonistes, les héros autour de la table. Dans le jeu de rôle, même si on joue à un système qui permet pas nécessairement la co-construction de votre univers, on co-construit quand même tout de même une histoire et le temps qui est donné aux joueurs pour exprimer leur vision de leur personnage est tout aussi importante que le reste du récit qui est mis en place. Plusieurs œuvres de Le Guin ont eu des prémices tirées de la sociologie, de la psychologie et de la philosophie. Elle a suggéré le terme science-fiction sociale pour certains de ses écrits. Donc, l'influence de l'anthropologie peut être observée dans le cadre choisi par Le Guin pour un certain nombre de ses œuvres, comme j'ai dit plus tôt. Et plusieurs de ses protagonistes sont des anthropologues ou des ethnologues explorant un monde qui leur est étranger. C'est particulièrement vrai dans les histoires se déroulant dans l'univers de Anish, donc une réalité alternative dans laquelle les humains n'ont pas évolué sur Terre, mais sur la planète Ain. Et donc, les Anish ont ensuite colonisé de nombreuses planètes avant de perdre contact avec elles, donnant naissance à une biologie et une structure sociale variées, mais liées entre elles. Parmi les exemples, citons Rokanon dans le monde de Rokanon et Genly High dans La main gauche de la nuit. D'autres personnages, comme Shevek dans Les Dépossédés, deviennent des observateurs culturels au cours de leur voyage sur d'autres planètes. Les écrits de Le Guin donc examinent souvent les cultures extraterrestres, en particulier les cultures humaines des planètes autres que la Terre dans cet univers-là des Anish. En découvrant ces mondes extraterrestres, les protagonistes de Le Guin, et par extension les lecteurs, voyagent également en eux-mêmes et remettent en question la nature de ce qu'ils considèrent comme, justement, extraterrestre et qu'est-ce qu'ils considèrent comme indigène. Ces aspects peuvent facilement, encore une fois, être repris dans vos parties de jeu de rôle de science-fiction ou même de parties fantastiques, là, dans un monde fantastique, lorsque les personnages joueurs explorent des mondes qui leur sont inconnus. Pourquoi ces mondes devraient-ils tous fonctionner avec les mêmes règles, les mêmes traditions, la même logique? Donc, laissez vos joueurs découvrir des mondes qui leur sont totalement inconnus, non seulement par l'environnement physique, mais aussi par l'environnement social. Les systèmes sociaux et politiques alternatifs sont un thème qui est quand même très récurrent dans l'écriture de Le Guin. Les critiques ont accordé une attention particulière au livre Les Dépossédés et Always Coming Home, bien que Le Guin explore des thèmes connexes dans un certain nombre de ses œuvres. Donc, Les Dépossédés est un roman utopique anarchiste qui, selon Le Guin, s'inspire des anarchistes pacifiques dont Peter Kropotkin, ainsi que la contre-culture des années 60-70. Donc, Les Dépossédés, qui se déroulent sur les planètes jumelles d'Uras et Anarès, met en scène une société anarchique planifiée, décrite comme une utopie ambiguë. La société créée par les colons d'Uras est matériellement plus pauvre que celle la société riche de sa planète jumelle, mais plus avancée techniquement et moralement. Donc, contrairement aux utopies classiques, la société d'Anaras n'est décrite comme ni parfaite ni statique. Le protagoniste, Shevek, se retrouve à voyager vers Uras pour poursuivre ses recherches. Néanmoins, la misogynie et la hiérarchie représentées dans la société autoritaire d'Uras sont absentes chez les anarchistes qui font leur structure sociale sur la coopération et la liberté individuelle. L'œil du héron, publié quelques années après Les Dépossédés, a été décrit comme la continuation de l'exploration de la liberté humaine par Le Guin à travers un conflit entre deux sociétés aux philosophies opposées. Une ville habitée par des descendants de pacifistes et une ville habitée par des descendants de criminels.
Dans Always Coming Home, qui se déroule en Californie dans un futur lointain, on examine une société guerrière, ressemblant à la société américaine contemporaine, là, du point de vue des quiches, donc des voisins pacifistes. La société des Quiches a été identifiée par les universitaires comme une utopie féministe que Le Guin utilise pour explorer le rôle de la technologie. Le chercheur Warren Rochelle a déclaré qu'il ne s'agissait ni d'un matriarcat ni d'un patriarcat, donc les hommes et les femmes sont simplement. Donc, ceux qui s'éloignent d'Homélas, cette œuvre-là est une parabole décrivant une société dans laquelle la richesse, le bonheur, la sécurité se font au prix de la misère continue d'un seul enfant. Donc, ce livre-là a également été lu comme une critique de la société américaine contemporaine. Le mot pour Monde et forêt explore la manière dont la structure de la société affecte l'environnement naturel. Dans le roman, les indigènes de la planète Hatchi ont adapté leur mode de vie à l'écologie de la planète. La société humaine colonisatrice, en revanche, est décrite comme destructrice et insensible. Donc, en la décrivant, Le Guin critique également le colonialisme et l'impérialisme, motivé en partie par sa désapprobation de l'intervention américaine dans la guerre du Vietnam. Le Guin a une influence considérable sur le domaine de la science-fiction ou de la fiction en général spéculative. Joe Walton a soutenu que Le Guin a joué un rôle important à la fois dans l'élargissement du genre et dans l'aide aux auteurs de ce genre pour atteindre une reconnaissance grand public. Les livres de Terre-Mère, eux, sont cités comme ayant eu un large impact, y compris en dehors du domaine de la littérature. Margaret Atwood considère Le Magicien de Terre-Mère comme l'une des sources de la littérature fantastique et les écrivains modernes ont crédité le livre de l'idée d'une école de sorciers, rendue plus tard célèbre par la série de livres d'Harry Potter, là, et de la popularisation du trope d'un jeune sorcier également présent dans Harry Potter. Donc, l'idée que les noms peuvent exercer un pouvoir est un thème aussi de la série Terre-Mère. Les critiques ont suggéré que ça a inspiré l'utilisation de l'idée par Hayao Miyazaki, dans son film de 2001, Le Voyage de Chihiro. Les écrits de Le Guin qui se déroulent dans l'univers de Hainish ont également eu une large influence. Le Guin a inventé le nom Ansible pour un dispositif de communication interstellaire instantanée en 1966. Le terme a ensuite été adopté par plusieurs autres écrivains, dont Orson Scott Card dans la série Ender et Neil Gaiman dans un script pour un épisode de Doctor Who. Suzanne Reid, elle, a écrit qu'à l'époque où La main gauche de la nuit a été écrit, les idées de Le Guin sur l'androgynie étaient propres non seulement à la science-fiction, mais à la littérature en général. Donc, ce volume-là est spécifiquement cité comme laissant un large héritage. En l'évoquant, le critique littéraire Harold Bloom a écrit que Le Guin, plus que Tolkien, a élevé la fantasy au rang des hautes littératures pour notre époque. Bloom a suivi ça en disant que, en listant le livre dans son Western Canon en 1994 comme l'un des livres de sa conception des œuvres artistiques qui ont été importantes et influençantes dans la culture occidentale. Donc, cette opinion-là a été reprise dans The Paris Review, qui a écrit qu'aucune œuvre n'a autant bouleversé les conventions du genre que La main gauche de la nuit, tandis que White a soutenu qu'il s'agissait une des œuvres phares, de la science-fiction, aussi importante que Frankenstein de Mary Shelley, qui date de 1818. Donc, dans Mythes et archétypes de la science-fiction en 1976, Le Guin s'est vraiment attaqué aux grands thèmes qui sous-tendent l'attrait du genre pour de nombreux lecteurs. Donc, le mythe découle de l'inconscient, croyait-elle, non pas sous forme d'êtres ou de structures spécifiques, mais sous forme de forces élémentaires, qui peuvent prendre de nombreuses formes. Donc, il a fallu une Mary Shelley pour lancer le monstre Frankenstein sur le monstre, de Frankenstein sur le monde, et il est toujours parmi nous. Tolkien l'a fait avec l'Anneau du pouvoir, Karel Capek l'a fait en nommant le robot qui est né de la séparation de l'esprit et du corps, du fantôme et de la machine. Dans nos parties de jeux de rôle, le mythe a aussi une place importante. Que ce soit un monstre, un artefact ou une nouvelle technologie qui change le monde, il est possible de placer un élément central à la quête des personnages qui va avoir un impact majeur, qui permet de créer un avant et un après dans votre monde et de propulser la question « et si ». Et si cet artefact permettait véritablement de voyager dans le temps, quels seraient les impacts sur le monde de nos héros? Et si c'était possible de transférer une copie de soi dans une machine et que nous ne pouvions plus jamais mourir,
mais qui était tout aussi impossible de tuer nos ennemis parce qu'ils ont la même technologie. Dans quel genre d'univers vivrions-nous? Pour le gain, le personnage était tout. Bien qu'elle respectait le genre pour sa variété, sa capacité à générer là, des métaphores pour notre époque, qui est encore plus étrange maintenant, je tiens à dire, là, elle pensait que toutes les galaxies, les vaisseaux spatiaux, les extraterrestres, les armes laser étaient que des accessoires inutiles ou des déchets s'il n'y avait pas de sujet humain au centre de tout ça. La science-fiction, pensait-elle, se contentait trop souvent de merveilles, de prodiges et d'horreurs superficielles qui n'avaient rien d'autre que leur propre valeur et qui n'avaient aucune résonance morale. Donc, une leçon de Le Guin serait donc que malgré tout le temps passé à la création de votre univers, les éléments de votre campagne, il ne faut jamais oublier qu'au centre de votre histoire, il y a des personnages qui vivent ces événements-là et qui doivent avoir de l'espace pour eux. Il faut qu'il y ait de l'espace aux protagonistes, aux héros de l'histoire, aux joueurs autour de la table, de vivre cet univers-là, de l'explorer et de l'analyser avec leurs yeux, ou du moins les yeux des personnages qu'ils ont créés. Donc voilà pour mon analyse de l'œuvre de Ursula Le Guin et comment elle peut influencer nos parties de jeux de rôle. En somme, gardez en tête l'importance du personnage et l'espace, l'espace intérieur, comment les personnages vivent l'histoire et le monde que vous leur présentez. Créer de l'intérêt en créant des mondes, des situations qui sont étrangères aux personnages, pour les confronter à des différences desquelles va émaner plusieurs possibles conflits qui vont mener en avant l'histoire. Et n'oubliez jamais la partie spéculative, le « et si ». Donc, et si on prend une amulette qui a tel pouvoir? Et si cet élément-là est nouveau dans l'univers? Comment est-ce que la société ou le comportement des joueurs et des personnages non-joueurs va se modifier pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là? Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur Ursula Le Guin, autrice, que je tenais à vous présenter. Si vous avez déjà lu de ses œuvres, parlez-nous en commentaire. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins bien aimé? Est-ce que les univers qu'elle a créés vous a influencé de quelque façon que ce soit? Si vous avez des questions concernant ses œuvres, posez-les. Hein? Je le répète ad nauseam. Commentez, j'aime lire vos commentaires, j'aime répondre à vos questions. Donc voilà, si vous voulez nous encourager, commentez, aimez la vidéo. Si c'est pas déjà fait, aimez la chaîne sur YouTube, sur Facebook. Et si vous voulez nous encourager encore plus, vous pouvez venir sur Patreon et vous aurez, si vous devenez membre, vous allez avoir toutes nos vidéos une semaine à l'avance. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye!